Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous avez suivi les deux précédentes, maintenant on parle mécanique. Alors, la première était méca, la deuxième carrosserie. Là on parle plus particulièrement du turbo. En effet, avant on avait un GTX 35 qui lui était capable de délivrer à peu près 800 chevaux. Pour le step des 1000 chevaux, il fallait forcément qu'on upgrade quelques parties de l'admission, dont le turbo. Ce turbo-ci est un G35 1050 de chez Arashi, toujours sur roulement à billes. La bride du coup est toujours en V-band en dessous. Avec le turbo, il y a eu changement du collecteur d'admission. On est passé sur un collecteur plus gros. Évidemment, beaucoup de modifications étaient nécessaires étant donné que le collecteur ici présent est pour un biturbo. Tout ce qui est rail de pression d'essence, downpipe, etc., c'est pas du tout prévu pour. Vous allez voir les galères qu'il y a eu, il y en a quand même eu encore. Notamment avec la flange, donc la bride qui n'était pas la bonne sur le turbo Arashi comparé à l'ancien. Il a fallu faire quelques modifications encore et toujours. Je vais donc vous expliquer tout ça et on regarde ça maintenant dans le garage. Aujourd'hui, on va se préparer donc pour changer l'admission et on va changer le turbo. Donc l'admission The Tuner, plus gros volume. Pareil, je vais tout démonter, on pourra comparer ensemble, ça sera plus simple. La durite qui va nous servir pour supprimer la pompe à eau secondaire, je vous expliquerai pourquoi. Ainsi que les raccords pour les deux rampes d'essence The Tuner. On va maintenant s'équiper de cette GoPro. Bon, ce sera plus facile pour moi pour pouvoir démonter en même temps vous expliquer. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, prendre le téléphone, etc. à une main, c'est un peu plus compliqué. Bon, allez, on va attaquer. Donc, on va commencer de démonter le turbo dans un premier temps. Et avec le téléphone, de temps en temps, je prendrai des plans un petit peu plus près pour pouvoir vous expliquer un petit peu mieux. On fait voir à quoi je ressemble. Oh, cette tête, ouais, vaut mieux pas regarder. On va commencer par enlever la suralimentation, ce tuyau là qui nous embête. On va en profiter aussi. Bon, j'avais collé ça, mais avec la chaleur, c'était peut-être pas une super idée. Au montage, il faudra que je coupe ce collier. Je l'avais changé. Et du coup, c'est vrai que là, le filetage est assez long. J'aime pas trop quand ça fait ça. Il faudra que je le change. Hop, donc celui-ci tient comme ça. On va déjà tirer dessus. Hop. Ensuite, l'autre va tenir en bas, la suralimentation. Donc avec, si vous avez vu la dernière vidéo, la surale qui avait été refaite par en dessous, l'échangeur qui passe. Et donc il y a un manchon à 90 ici qui permet du coup de relier la partie rigide de l'échangeur jusqu'à l'autre partie rigide ici. Voilà, on vient à peine de commencer. J'ai déjà perdu la clé de 10. Voilà, c'est pas un mythe, hein. C'est pas un mythe. Ah. Voilà. On débranche bien la dépression qui est reliée sur le collecteur d'admission à la dump valve. Et on tire. Et tout voilà. Donc ça, on le fera partir chez mon magicien de carrossier. Bon, on va continuer de faire un peu de place en enlevant cette durite. Il va forcément falloir enlever le collecteur. Donc on va enlever la durite qui est reliée donc au papillon et on va l'enlever de ce côté là. On va le démonter là. Hop, on démonte la connectique sans la casser. Les mecs qui bricolent un peu les VV, ils savent que ces petites merdes là de connectique, si tu tires dessus trop fort, ça casse. Alors, on continue avec le turbo. On va enlever le pare-chaleur, la chaussette. Hop, alors pas trop toucher hein, parce que... Oh merde! Oh putain, c'est décousu. Bon, on va recommander une nouvelle. Même si ça gênait pas au fonctionnement, je pense. Je suis pas très fort en couture, donc à mon avis, vaut mieux que j'en recommande une, même si elle était pas trop vieille. Tant pis. Le turbo, il a 4 entrées ou sorties. L'arrivée d'huile, donc
qui part là-dedans parce que en fait là-dessous il y a un capteur de pression d'huile, d'accord, qui est relié à un manomètre de pression d'huile et qui repart en dessous, qui est pris sur un point de pression d'huile, je sais plus, sur un T en dessous du bloc. Donc on a l'arrivée d'huile, on a arrivée retour d'eau et on a le retour d'huile qui est en dessous. On va commencer par démonter la V-bande qui tient notre downpipe en 90. Hop. Alors bon, sur certains trucs, les V-bandes, je les remets. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est downpipe et tout, je vais pas dire que c'est à usage unique, hein. Forcément, c'est fait pour être monté, démonté, monté, démonté. Mais je vais essayer de vous faire voir, parfois, il y a une certaine déformation qui se fait. Notamment là, la downpipe, elle est un peu en contrainte. Donc c'est vrai que parfois, le collier, il faut bien le vérifier avant de remonter. Et il a tendance parfois à se déformer. Et du coup, ce qui peut créer une micro-fuite. Et ça, une fuite à l'échappement, moi, je supporte pas. Bon, on essaye d'écarter, mais là, en plus, j'ai pas de gants. Et là, ceux qui connaissent cette bande savent de quoi je veux parler. C'est-à-dire qu'après, t'en as plein les mains, ça pique. C'est une horreur, même sous la douche. Donc je dégage un petit peu la V-bande pour pouvoir juste passer le collier de manière cool. Voilà, dégager tout ça sans trop toucher à la poussière. La bande, c'est donc un épaulement qui vient se mettre, hop, pour plaquer sur l'autre. Donc on le voit légèrement, l'épaulement ici, qui vient du coup dans un alésage tout petit. Et là, on estime que l'étanchéité est parfaite. Et donc le collier V-bande vient épouser les deux formes, comme deux demi-lunes, pour pouvoir se serrer autour. Et donc si votre collier V-bande, au démontage ou autre, vous l'abîmez, que vous le remontez comme ça, l'étanchéité peut être mauvaise. Je vous le dis en connaissance de cause. Une fois, j'avais du coup une légère petite fuite, ce qui faisait que, hop, on le voyait pas, ça avait remonté légèrement et du coup l'étanchéité n'était pas parfaite. Donc toujours bien vérifier les V-bandes avant remontage. Donc on met la durée d'arrivée d'huile sur le côté. On fait attention au restricteur. Je sais pas si dans le kit du turbo il y en a un autre. Bon, donc on va pas le perdre. Faites très attention, on va le démonter tout gentiment. Comme je vous l'avais expliqué, le restricteur d'huile sert pour la lubrification. Et donc faut éviter de serrer parce que c'est pas une vis pleine, c'est une vis du coup qui dedans est vidée. On va aller choper cette petite vis. Hop, on la voit pas. L'autofocus se fait sur le V-band. Voilà, on va choper cette petite vis qui nous tient le turbo, cet écrou. On va le desserrer. Hop, voilà. Donc là, on a sorti le turbo de son V-band. Donc des deux, comme je vous avais dit, du collecteur qui rejoint les deux bandes cylindres ensemble. Ce qu'on va faire, on va desserrer les deux banjos. Alors j'espère d'un truc, je me rappelle plus. Là on est à peu près au point le plus haut, donc ça devrait peut-être pas trop fuir. Ceux qui ont pitié de moi diront non ça va pas fuir, ça va pas fuir. On va voir, c'est le 17. Alors, oh là là, ça a fait le bruit d'une bouteille de vin. Oh là 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 là, qui c'est qui écoute? Bon, est-ce que ça suinte ou est-ce que ça va pisser? Oh, extraordinaire. Bon, comme vous l'avez vu, les joints en cuivre, de toute façon, c'est pas du réutilisable. On les met de côté, juste les banjos. On a vu les joints cuivre, l'autre joint cuivre dégagé, mais c'est pas trop grave. Ah, tu la connais toi aussi cette sensation de pas forcer quand tu dévisses même avec le petit doigt et puis que tu n'arrives pas à dévisser alors que tu as des pincettos à la place des pouces ou tenir la rondelle. Hop, oh la rondelle, putain,
Magie. Notre retour d'huile qui est ici. Tout tient par ici. On va récupérer le retour d'huile pour pouvoir enfin sortir le turbo. On va prendre l'ami molette. Ça va être facile. Hein. C'est à cette heure-là. Quelle heure il est? 21h39. J'ai le droit. Donc on démonte le retour d'huile, pareil. Hein. Là, il n'y a pas de pression, donc ça va pas fuir. Ça peut peut-être suinter un tout petit peu l'huile. La cartouche du turbo. Hop. Il n'y a plus qu'à sortir le turbo. Voici le bon vieux GTX 35. Il est toujours là, toujours aussi fiable. Toujours pas de jeu. Alors, spot the différence. Donc essayez de trouver les différences qu'il y a. Oui, il y en a les carbones, l'autre il est noir. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences. Mais en termes de taille, il faut savoir que niveau extérieur, encombrement extérieur, c'est censé être les mêmes. D'accord? Donc forcément, si celui-là est bridé pour du 800 chevaux et que celui-là est capable de plus de 1000 chevaux, il y a des choses qui diffèrent. C'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur. Notamment le diamètre de roue, admission, qui est beaucoup plus grand. Il a aussi une finition différente. On voit bien là, pour retravailler pour un meilleur flux d'air comparé à l'ancien. Le corps froid est censé à peu près faire le même diamètre. Par contre, le corps chaud est différent. Là, on avait un AR de 0,82. Là, on est à 1,06. Donc, le corps chaud est un petit peu plus gros. On va s'occuper du collecteur d'admission qui nous attend. Il y a juste 2 plans de joint sur les 2 culasses. Donc, il y a une quinzaine de vis à enlever. On va enlever les 2 durées d'essence, la rampe d'injection et on s'occupe après du collecteur d'admission. C'est parti. Bonne odeur de betterave, ça fait du bien au moral. Comment fonctionne la rampe? Parce que du coup je vous expliquerai tout à l'heure le système de l'autre rampe qui est différent. Comment fonctionne cette rampe? En fait vous avez une arrivée qui est ici. Elle vient diffuser donc dans le premier banc. Elle vient diffuser dans le deuxième banc. Et après le régulateur fait son job pour rebalancer le trop-plein ici. Sur l'autre rampe là-bas, je vous expliquerai, ça sera un montage assez différent. Étant donné que je vais changer le système de fueling, je vais passer en double pompe. Vous verrez tout à l'heure, on aura un système ici et un système là. Donc une pompe alimentera un banc, une pompe l'autre. Ce qu'il faut savoir que sur certains véhicules, bon là ça va avec une pompe à essence basse pression. Mais parfois, il arrive que si la pompe pousse pas assez, on arrive à alimenter le banc de cylindre correctement. Et bah, les derniers nourris, ceux-ci, en général, sont un peu plus pauvres. Donc là, l'avantage, avec un système avec 2 pompes, on alimente une pompe pour un banc, une pompe sur l'autre banc. On continue donc en enlevant le faisceau des injecteurs correctement pour pouvoir retirer l'ensemble. Hop, du coup, on met le faisceau dans un coin. Il nous embête pas de ce côté-là. On va faire pareil pour l'autre côté. Pareil pour ce côté, on dégage un petit peu, comme ça on a nettement plus de place. On va enlever le collecteur complet avec la rampe, comme ça on pourra tout démonter là-bas correctement. Donc on va enlever l'ensemble. Je me permets de desserrer avec la visseuse. Bien évidemment, faut pas le faire au serrage. Hein. Là, on est directement dans la culasse, donc faut pas y aller comme un goré. Faut bien serrer au couple correctement. On va prendre soin de la traverse, on va éviter de la rayer avec la peinture neuve. On va mettre un petit drap violet comme ça, j'adore. Bon là, j'ai fait tomber ma petite rondelle. Il faut bien penser à la récupérer. Parce que si on fait tomber la rondelle en dessous, c'est la culasse. Si les soupapes sont fermées, on va pouvoir les atteindre, on verra tout à l'heure. Si les soupapes sont ouvertes, c'est moins rigolo. Donc il faut éviter de faire tomber au maximum les rondelles qu'on a desserrées. Tu l'as écouté tomber toi aussi la vis? Allez, fais comme moi, fais semblant que tu l'as pas écouté tomber d'enlever. Vas-y. Toutes les vis sont enlevées.
Donc on va essayer de gentiment soulever le collecteur, tout doucement. En priant pour qu'on n'ait pas oublié quelque chose, mais bon. Mais normalement on devrait avoir tout enlevé là. On va le poser ici. Voici le collecteur enlevé. On retire les vieux joints. Pareil, un joint à usage unique, ça. On évite de balancer de la pâte à joint un petit peu toute dégueulasse partout. Voilà. Et on met des bons joints tout propres, tout neufs. Certains diront que ça peut se remonter, etc. Pourquoi je dis usage unique? Parce que vous voyez ici le petit bourrelet qui ressort. Bon, ça ne focus pas. Qui ressort ici en relief. Voilà. C'est ça qui fait étanchéité. Une fois qu'on la serre une fois, tout est aplati, tout est écrasé. Et du coup, ça fait plus du tout étanchéité. Même si on serre plus fort, même si on met de la pâte, un joint neuf, ça vaut pas grand chose. Une fois que c'est démonté, poubelle. Pour pouvoir bien comprendre la différence entre les deux, on va enlever le papillon pour pouvoir comparer les deux. Parce que des images parlent plus que des mots, voici la différence entre les deux collecteurs. Bon, posé à côté, on voit clairement la différence. Du coup, on passe d'un diamètre 70, 69, 69, 70 à un diamètre de papillon intérieur, un diamètre 82. Donc oui, on gagne 5 mm au rayon, soit 1 cm au diamètre, ce qui est énorme. Donc on voit aussi également qu'à l'intérieur, bon, c'est pas très beau, mais bon, pareil, il a beaucoup de bornes ce collecteur. Bon, on voit à l'intérieur que forcément c'est d'origine brute de fonderie. Et que dans le collecteur The Tuner, tout a été entièrement retravaillé. Donc les RS4 ont les gros conduits, les S4 ont les petits. Je l'avais remonté en attendant de remonter le gros. Donc on voit bien sur le plan de joint en aluminium ici la différence entre les gros conduits et les petits conduits. Donc les gros conduits que je vous avais expliqué dans la vidéo numéro 1. Les conduits du collecteur The Tuner seront désormais alignés aux culasses. Bon, moi avant toute chose que je veux faire, c'est déjà faire un peu de place pour présenter à blanc le collecteur. Parce que j'ai peur que les dépressions à ce niveau-là touchent. Même le collecteur d'S4, j'avais été obligé de le modifier. Le collecteur The Tuner a l'air un peu plus petit, mais il n'en faut pas énorme, mais ça doit pouvoir passer. On va continuer de faire un peu de place et un peu de ménage avec la suppression de la pompe à eau. En effet, j'ai acheté la durite pour supprimer la pompe à eau. Alors certains vont me dire pourquoi tu la supprimes, à quoi ça sert, etc. Si c'est là, c'est que ça a une raison. C'est vrai, il y a les deux écoles. Il y a le fait qu'en single turbo, la pompe à eau peut aider, notamment à cause d'une grosse chaleur au niveau des culasses, peut aider à faire circuler plus facilement. Mais c'est un risque de panne en plus. Et étant donné que la pompe à eau est située soulevée, c'est une catastrophe. Faut tout démonter à chaque fois. Pour l'utilisation que j'en ai, voilà, sur mes autres véhicules type VR6, j'ai toujours supprimé les pompes à eau. Là, celle-là commençait à grogner. Donc je préfère la supprimer définitivement. Et comme ça, au moins, ça évite les quelques soucis de fiabilité. Donc on a simplement à enlever la durite d'ici et à venir sur le raccord d'arrivée d'eau du turbo. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas faire tomber de trucs dans les culasses parce que ça pourrait tomber directement dedans. Bon là par exemple les soupapes, vous voyez elles sont fermées. Mais si elles sont ouvertes, vous faites tomber un écrou et ça tombe directement dans les cylindres. Donc ça c'est nettement moins marrant. Bon, on vient essayer de présenter un petit peu le nouveau collecteur. Alors comme ce collecteur est prévu à la base pour un 2.7 biturbo, et moi je suis en single turbo, forcément il va y avoir un tout petit peu de modif à faire, notamment ce que je craignais au niveau de la wastegate. Alors la wastegate est une turbo smart comme dit précédemment. C'est le plus petit modèle qui existe, le moins encombrant, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, le collecteur, il vient taper un tout petit peu. Il manque pas grand chose. Donc il va falloir légèrement enlever un tout petit peu de matière sur la wastegate et sur le collecteur. Bon, on n'est plus à ça près. Je vous avouerai que ça me fait un peu mal, mais là, il n'y a pas le choix. C'est la joie des moteurs en V. Le souci, c'est que tout vient stagner dans le V. Tous les liquides possibles. Vous avez une fuite d'huile ou autre, et bah, tout vient se poser dedans et c'est relativement chiant à nettoyer et à enlever après.
Bon, maintenant que tout est à peu près nettoyé, on récupère discrètement la petite rondelle que personne n'avait vue tout à l'heure. Un petit coup de nettoyant frein pour enlever tout le gras du liquide de refroidissement. Et on ne devrait pas être mal. Donc on voit ici la marque de fabrique, Red Summer Performance, d'où provient le bloc. Donc un spécialiste du bloc S4, RS4 en Autriche, ils font que ça. Vous pouvez aller voir sur leur page Facebook. Pareil, je ne suis pas sponsorisé malheureusement. Le moteur c'est plein pot, pareil comme tout le monde. Mais voilà, c'est des spécialistes du moteur RS4, S4 de litre 7T. Ils font des moteurs à la carte en fonction de votre demande. Vous pouvez faire des moteurs pour 600 chevaux, vous pouvez faire des moteurs pour 800, pour 1000, pour 1200. Ce qui va changer, ça sera en fonction des chiffres de la puissance. Et ça sera surtout en fonction des chiffres sur le chèque que vous allez leur faire à la fin. Forcément, comme d'habitude, ça se joue à 1 mm à peine. Donc je vais essayer d'enlever quelques dixièmes tout doucement à la meuleuse. Quelques dixièmes ici également tout doucement. On pourra meuler, ça ne changera rien niveau fonctionnalité. On arrivera toujours à desserrer parce qu'il y a des ergots de tous les côtés. Ça sera simplement niveau esthétique. Alors je viens de boucher tous les orifices. Y compris l'échappement. Parce que l'échappement, forcément c'est un V qui redescend aux culasses. Donc si on échappe un écrou, un boulon dedans, faut tout démonter. Donc on va éviter. On a mis dans les culasses et même au niveau du retour d'huile pour éviter d'avoir des merdes ou des choses qui tombent dedans. On va pouvoir opérer ça tranquillement. On sort donc le matériel de qualité. Allez, c'est parti. Maintenant, un tout petit coup sur le collecteur pour être sûr. Bon, ça devrait le faire. Je tiens à rappeler, ce que je viens de faire là ou là-bas, ça n'influera pas sur la fiabilité ou autre. C'est uniquement fonctionnel. Allez, on enlève tout ça pour faire un essai. Et ça a l'air d'aller. Il est temps d'ouvrir les raccords et les pièces qui ont été livrées du coup avec le kit The Tuner. Alors ce qu'il faut savoir avec le système The Tuner, du coup on peut avoir au choix soit un régulateur, ici, soit deux régulateurs, comme ici. Donc vous pouvez mettre un système avec deux régulateurs avec deux arrivées, ce qui va se faire un tout petit peu plus tard, lorsque j'aurai reçu mes pompes. Là pour l'instant on va faire comme un montage d'origine avec une seule grosse pompe. Donc on peut quand même mettre deux régules. Il va juste falloir les mettre, donc un régule sur chaque rampe, comme ça. Ensuite raccorder les deux régulateurs ensemble. Donc déjà mettre celui-là là. Raccorder au T pour ensuite aller au second régulateur. Pour former le retour d'essence. L'arrivée d'essence se fera ici. Elle traversera les rampes, les deux régulateurs. Et le retour se fera par là. En attendant d'avoir les doubles pompes et pouvoir enlever cette durite, je vais laisser un régulateur dans ce sens et un régulateur dans ce sens là. Chacun dans un sens. Pour éviter d'avoir le tuyau qui vient là, et là où il y a le turbo forcément. Allez, on va faire un petit montage à blanc. Maintenant que tout est à peu près monté, et là, on se retrouve en face des trous, on est OK. Là, il y a de la place, il y a au moins 1,5 mm, c'est énorme. En attendant maintenant, on peut démonter. On va mettre en place les injecteurs et tout serrer comme il faut. La rampe est démontée. Donc ces injecteurs là c'est du Bosch en 1200 cc. Les derniers temps on avait vu sur le banc qu'on était un petit peu au taquet de ça. Avec un peu plus de 800 chevaux. Donc pour les 1000 chevaux avec le nouveau turbo. Les nouvelles pompes il faudra forcément les changer. Je les ai pas encore reçues donc je vais laisser ceux-là. L'avantage c'est qu'après une fois que ça sera dans le bloc, c'est assez facile à démonter. En 10 minutes je pourrai changer les injecteurs et mettre les plus gros. Bon, c'est sûr que dans un monde parfait, il aurait fallu changer les joints. Là, vu que les injecteurs vont faire quelques jours, quelques dizaines de kilomètres, je ne vais pas mettre des joints neufs. Je vais juste vérifier que chaque joint est en bon état et ça ira bien.
Ils mettent même pas les agrafes quoi. Pour le prix que ça vaut. Alors gardez bien vos agrafes, du coup comme j'ai fait. Hop. Et de 1. Avec toutes les agrafes, maintenant on peut le mettre sur le bas. Tout est remonté. Bon, j'ai repris du coup qu'un seul raccord, le dernier ici. Bien évidemment, j'ai remis le capteur de température d'admission. Maintenant, il faut que je présente un peu mieux le turbo pour voir si tout passe. Donc il va falloir que je le remette en eau, en huile. Donc ça, c'était les deux banjos d'origine que j'avais. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on va remettre des neufs, hein, on va pas s'embêter. Et il y a aussi un restricteur d'huile neuf qu'on va remettre également. Le restricteur, donc bien faire attention de ne pas se planter de sens. On va dire qu'il y a un côté femelle et un côté mâle. D'accord? Donc ici dans le turbo, on voit bien que l'olive vient dans ce sens. On voit bien que le raccord, on peut pas se planter. Enfin si, on peut se planter. Faut surtout pas le monter dans ce sens-là, sinon au niveau étanchéité, ça va être dégueulasse. Alors on vient poser ça là. Tant qu'on a encore un peu la place, on va remettre le système de flotte, au moins l'arrivée. Donc un devant le banjo, un derrière. Hein. Vous pouvez pas mettre les deux ensemble, enfin si, mais vous verrez, vous aurez un gros problème de fuite. Hop. Là, le but, c'est pas faire tomber la rondelle. Voilà, ce qu'il fallait pas faire, c'était exactement ça. Et je me retrouve à pas pouvoir mettre le collier juste à cause du petit raccord banjo. C'est pour ça que forcément, je préférais ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait ça la dernière fois, pour prendre un petit peu moins de place. Là, il va falloir essayer de jouer un petit peu sur le serrage du banjo pour décaler le collier. Décaler et avoir de la place pour le collier. A few moments later. Je suis dans le dépit le plus total. Ça fait une demi-heure que j'essaie de mettre ma V-bande. Et je me dis ça plaque pas, ça plaque pas. J'ai essayé un autre collier, je me suis dit ce collier est un peu fatigué. Alors qu'il était propre, j'en prends un neuf. Et au final, le V-band, je le mesure à l'extérieur, je me dis bah c'est bien 76. Ouais, c'est bien 76, sauf que ce qu'ils appellent le inside diameter est pas le même. Là on est sur un diamètre 54 et demi. Et là, on est sur un diamètre 61. Voilà. Donc, et bah ça se monte pas. C'est cool hein, parce que on est dimanche soir et vendredi elle doit rouler. Jeudi elle doit rouler. Et on a bah rien. Et c'est hors de question que je m'amuse à tomber le bloc pour enlever l'échappement. Donc je vais étudier ce qu'on peut faire.